Euh, Bah écoute, je ne sais pas, on peut démarrer, hein. Donc, il y a Oui, qui oui, se présente. Ah, je vois Saïdia qui arrive. Coucou Saïdia. oui. Voilà. Donc, tu me poses des questions ou je démarre? C'est comme tu veux. Je te présente d'abord. C'est une très Donc, bonne idée. Evo Freeman, donc psychologue, psychothérapeute, maître traditionnel de Reiki. Donc, on a l'habitude d'avoir avec nous Yves pour les formations EFT, REMAP, tout ce qui est de psychologie énergétique, clinique. Et aujourd'hui, c'est autour de Reiki qu'on va parler. Et j'espère que cela va vous intéresser et que cela répondra à vos attentes. Donc, à vous, Yves. Merci Noël, merci de l'invitation aussi. Puis on va se voir bientôt, hein, puisque mardi de la semaine prochaine, Mardi. viens au Maroc, à Mohamedia, donc pour 2 semaines. Donc ça va être chouette. Ouais. Euh, le Reiki. Donc le Reiki. Alors, le Reiki, c'est une rencontre assez particulière dans ma vie. Donc pour la petite histoire, depuis mon enfance, j'avais une sorte de don. C'est-à-dire que je pouvais enlever les douleurs, les migraines, etc. Donc ça se faisait tout seul, je m'en rendais pas compte. Et puis à un moment, je me suis un peu coupé de ça. J'ai eu des histoires de vie qui étaient un petit peu compliquées. Et je me suis rebranché sur ça, la poésie aussi, des choses de genre. Donc, par exemple, je pouvais être en sortie, en soirée, et je passais à côté de quelqu'un, je m'arrêtais, je disais tiens, mais tu as mal à la tête? Et la personne disait ah oui, oui, mais comment tu sais? Je dis ben je le sens, est-ce que je peux? Oui. Je mettais ma main, je faisais quelque chose, et c'est un peu comme si j'aspirais. Puis après 2-3 minutes, hop, je partais, et je continuais ma soirée. Et parfois, des gens me couraient derrière en disant mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que j'avais mal? J'ai plus mal, etc. Sauf que en 2000, lorsqu'il y a eu le Nouvel An 2000, donc toute une série d'amis à Bruxelles, dans un quartier assez familial où j'habitais, on avait décidé de faire les 2001 nuits. Hein, ça ne s'invente pas. Donc pour le Nouvel An 2000, on dit on va faire les 2001 nuits. Et donc on s'était tous déguisés, hein, avec des costumes, on va dire, un petit peu orientaux. Et j'ai un de mes amis d'enfance qui est arrivé à la soirée et qui était vraiment très mal, mais vraiment tellement mal que il m'est vraiment tombé dans les bras. Il était en pleine dépression et je me suis assis au sol, hein, et puis il est resté comme ça pendant 2-3 heures dans mes bras. Il était complètement KO. Et moi, il m'a fallu 3-4 jours pour m'en remettre. J'ai vraiment réalisé que je m'étais complètement épuisé. Je m'étais vidé, mais complètement. Je ne sentais plus. Et là, je me suis dit, il y a quand même un truc de bizarre parce que je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Et dans ma tête, ça a fait une sorte de rewind, une sorte de un travelling arrière. Je me suis souvenu de tas de choses qui se passaient dans ma maison. En gros, quand j'invitais les amis à la maison, en plus j'avais tout un ensemble de chaises, les tables avec les éliges, les grandes tables, les tables rondes. Tout était maroc oriental chez moi. Et donc j'ai réalisé que les amis qui débarquaient souvent étaient stressés. Et puis ils se détendaient complètement. Et puis souvent même ils s'endormaient dans les divans, dans les fauteuils, ils s'endormaient complètement. Et moi j'avais une sorte de boule comme ça dans l'estomac. Et il me fallait 20 minutes, une demi-heure pour la digérer et ça partait. Et donc cet épisode-là m'a fait réaliser que probablement c'est exactement ce qui se passait sans que je m'en rende compte pendant des années. C'est-à-dire que quand les gens arrivaient à la maison, je faisais un peu comme une éponge, hein, je prenais et je recrachais. Et quand j'ai vu le film aussi qui s'appelait La Ligne Verte avec Tom Hanks, je sais pas si vous avez vu ce film, mais il y avait une sorte de grand black qui avait soi-disant tué 2 enfants, il avait cherché à les sauver, et il avalait la douleur, on voit une sorte de poussière noire qu'il avalait, qui recrachait, etc. Eh bien, c'était exactement ce que je visualisais dans ma tête sans m'en rendre compte. Et donc, cet épisode de Nouvel An 2000 m'a fait réaliser que c'était mon énergie que je donnais. Et que donc, c'était pas excellent pour ma santé, hein, puisqu'il me fallait, là, en tout cas, il m'avait fallu 4-5 jours pour m'en remettre. Donc, en général, oui, effectivement, après une demi-heure, je me sentais bien. Donc, je n'avais pas réalisé que c'était ce phénomène-là qui se passait. Donc, pendant 2 ans, de 2000 à 2002, je n'ai plus voulu inviter quiconque à la maison. Je ne laissais plus rentrer personne chez moi parce que je ne comprenais pas ce qui se passait.
Et je me suis dit, ok, c'est dangereux, c'est pas ok, il se passe quelque chose. Et donc dans ce cadre-là, la maman de mes plus jeunes enfants, donc avec qui je suis sorti à ce moment-là, qui était aussi ingénieure physicienne, qui était psychologue, etc., m'a dit, mais tu sais Yves, j'ai entendu parler du Reiki, et c'est une méthode traditionnelle, c'est des soins traditionnels d'origine japonaise, ça vaudrait peut-être la peine d'aller sentir, d'aller voir ce que c'est. Alors j'ai un petit peu questionné mon cœur, je me dis est-ce que je le sens pas, j'étais méfiant par rapport à ça, et donc je me suis dit, ben, on va vraiment demander à l'univers de nous présenter un maître qui est chouette. Et j'ai rencontré Paul Wagner. Paul Wagner, il a écrit 2-3 livres sur le sujet, et il accompagnait depuis déjà plus de 20 ans à l'époque, donc on est en 2002, 2003, tout ça, des moines bouddhistes dans des enseignements bouddhistes, etc. Et il était anciennement, notamment, maître enseignant de karaté, il était sensei en karaté. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, ok, je le sens, je vais aller le rencontrer. Donc, j'ai lu son premier bouquin, et puis j'ai vraiment aimé ce que j'ai lu, et donc je suis parti le rencontrer. C'était à Strasbourg, qui n'était pas tout près de chez moi à l'époque, et donc je débarque à Strasbourg et je fais le niveau 1 avec lui. Puis effectivement, dès qu'il a commencé à expliquer l'énergie, l'énergie de vie, etc., je me suis senti mais comme à la maison. Je me suis dit mais c'est exactement ce que je vis, c'est comme à la maison. Et puis il m'a enseigné des techniques pour ne pas donner mon énergie, mais vraiment prendre l'énergie qui est autour de moi et la distribuer. Voilà, et la distribuer, la laisser passer à travers moi, à travers le récipiendaire, comme on dit, et de laisser cette énergie aller là où elle doit aller, dans la juste mesure et juste proportion. Donc, c'était assez important de comprendre ça. Suite à ça, je n'ai plus jamais eu ce problème. C'est-à-dire que effectivement, je n'ai plus donné mon énergie, j'ai plus ce type de soucis ou de me sentir comme une éponge où je donne. Et donc ça, c'est un des éléments qui est vraiment une très grosse différence entre du magnétisme, par exemple, ou du maraboutage ou des choses qu'on connaît, et les pratiques de type Reiki. Le Reiki, c'est vraiment où on se connecte, où on est dans cette intention d'être connecté à l'énergie de vie, l'énergie de l'univers, un petit peu pour ceux qui aiment Star Wars, moi je suis génération Star Wars, là, la guerre des étoiles, les Jedi, bien c'est exactement ça. Moi, quand j'ai entendu ça, je me dis, mais c'est exactement ce que je vis, c'est exactement ce que je pensais, cette énergie est partout, et on peut évidemment l'utiliser pour se réharmoniser. Et donc, c'est exactement ce que j'ai appris avec Paul, puis j'ai fait mon niveau 2 quelques mois plus tard, 6 mois, 1 an plus tard, avec lui. Là, c'était à La Ciotat, c'était dans le sud de la France, près de Toulon, et effectivement, j'ai pu apprendre des mantras, des symboles qu'on peut réciter qui vont accélérer notre processus de centration, de concentration, et qui peuvent aussi, du coup, travailler sur certains éléments. Par exemple, le niveau 2, on va travailler sur notamment l'ego, ça vient beaucoup faire réagir l'ego. Le niveau 1, c'est vraiment une base où tout le monde peut apprendre, c'est assez facile d'accès, le but étant de pouvoir s'occuper de soi et de ses proches, de façon à pouvoir mieux harmoniser notre énergie et notre système énergétique. D'accord ? Mais donc la rencontre du Reiki pour moi a été très importante parce que c'était un changement de vie immense dans mon existence, puisque avant, sans m'en rendre compte, j'étais comme une éponge, je prenais, je transformais, je recrachais, mais quelque part, je donnais mon énergie de vie. À partir du moment où j'ai pu fréquenter et commencer à pratiquer le Reiki, donc je n'ai plus du tout eu ce problème-là. Alors, ce n'est évidemment pas une religion, hein, ce n'est pas non plus une médecine, c'est vraiment un travail sur l'énergie, sur nos circuits, un petit peu comme en médecine traditionnelle chinoise, mais qui vont chercher à ce que cette énergie circule dans la juste mesure et juste proportion. Donc ça, c'est vraiment la base de mon aventure avec le Reiki. Et j'ai fini par aller faire le niveau 3 Reiki, donc la maîtrise. Il faut savoir que d'un point de vue traditionnel, il y a 3 niveaux en Reiki. Certains courants Reiki ont développé un 4e niveau qui est en gros, ils ont séparé le niveau 3, la maîtrise, en on va dire maître praticien et maître enseignant. Mais ce n'était pas du tout dans les enseignements de Mikao Usui, donc le fondateur du Reiki. Ça se passait pas comme ça du tout de son époque. Donc c'est plutôt des courants qui ont développé ça. Parfois c'était aussi parce que c'était devenu parfois du business, hein, donc il y avait tellement de demandes que, surtout dans le New Age, qu'ils ont développé pour avoir un peu plus de pratique. Et certains l'ont fait aussi parce que parfois c'était pour avoir plus de contrôle ou plus de temps
de pratique pour éviter que tout le monde ne passe la maîtrise et puisse enseigner au tout venant sans qu'il y ait une réelle formation derrière pour être enseignant. Donc, ça, ce sont les courants généraux et génériques. Donc, comment ça fonctionne au niveau de l'histoire? Comment c'est apparu? Donc, cette énergie, ou plutôt ce travail est venu de Mikao Usui. Mikao Usui était issu d'une famille de samouraïs, anciennement samouraïs. Vous savez qu'à la fin du 19e siècle, l'Empire du Japon, l'empereur a décidé d'abolir l'ancienne pratique, et donc il a donc il a éliminé le système féodal avec les samouraïs. Et donc, ces familles, ça a été vraiment un très très grand choc par rapport à la tradition, mais le but était d'amener le Japon dans la modernité. Et donc, Mikao Usui était issu de ces familles de type samouraï. Ça veut dire que, au niveau de ses pratiques, il a été élevé très jeune dans des pratiques de type art martial ou dans des pratiques de méditation. Donc, il a pratiqué beaucoup la méditation sous le courant Shinto et sous le courant bouddhiste, et puis a pratiqué énormément d'arts martiaux. Et tous ses amis étaient évidemment des gens qui venaient des familles de type ancien samouraï. Et donc, on retrouve d'ailleurs dans les tout premiers maîtres Reiki, donc les premiers qu'il a formés comme maîtres Reiki, ses amis d'enfance, qui sont, comme par hasard, généraux d'armée, de l'armée japonaise, ou amiraux dans l'armée japonaise, tout simplement parce que c'était ses amis proches. Et il a eu une sorte d'éveil, c'est-à-dire lors d'une méditation, il a eu ce qu'on appelle un satori, donc une prise de conscience, un éveil, et il a eu des symboles et des mantras, des kanji qui lui sont apparus, avec une certaine construction dans les kanji, qu'il a décidé d'enseigner parce qu'il a vraiment ressenti une énorme paix intérieure et un besoin d'aller enseigner cette façon de se connecter à la paix intérieure et à l'énergie à tout le monde. Et donc on voit vraiment que dans les premières pratiques, dans les premières années de sa pratique, évidemment les gens qu'il touche, c'est principalement des personnes qui sont issues des mêmes types de familles que lui. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs dans les lignées Reiki, c'est souvent des généraux, des amiraux qui apparaissent. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution de sa pratique, comme le Reiki est devenu un peu plus populaire au Japon à l'époque, donc on est fin du 19e, début du 20e siècle, donc, évidemment, les gens qui ont commencé à se former n'avaient plus les mêmes bases, n'avaient plus les mêmes formations. C'est-à-dire, ils n'avaient pas, depuis leur plus tendre âge, fait des pratiques de méditation ou des pratiques d'arts martiaux. Donc, ils n'avaient pas le même bagage. Et donc, c'est à ce moment-là que Mikao Usui a commencé à étendre un petit peu certaines pratiques avec certaines positions au niveau des mains. Il faut savoir qu'au début, il n'y avait pas de position de main du tout. La personne, il venait se mettre à côté et il faisait ce qu'on appelle des reiju. Reiju, on a traduit ça par initiation, mais en réalité, ça veut dire harmonisation. Donc, c'est vraiment un travail au niveau de l'énergie, de l'harmonisation de l'énergie. Et donc, il se mettait simplement à côté. Puis, au fur et à mesure du développement et de la popularisation, les gens, évidemment, ne comprenaient pas ce qu'il faisait puisqu'ils se mettaient à côté, puis ça donnait l'impression qu'il ne faisait rien. Donc, c'est là qu'il a commencé à toucher juste la tête, lui de son côté, et pour que les personnes sentent qu'il se passe quelque chose et que ça les rassure également. Et dans l'évolution de l'histoire, on a eu une sorte de petite fille, donc une personne initiée par un des amiraux qu'il avait lui-même initié, un de ses amis d'enfance, Madame Takata. Elle a décidé de partir aux États-Unis et plus particulièrement à Hawaï pour essayer de développer donc le Reiki à l'extérieur. Et Madame Takata a fait 2-3 petits trucs qui n'étaient pas tout à fait justes. Donc par exemple, elle s'est dit les trucs japonais c'est pas encore très connu, donc il faut que je donne un élément de sérieux à ces pratiques. Et donc elle a dit que Mikao Usui était docteur. Alors c'est vrai qu'il est docteur, mais il n'était pas docteur en médecine. Il était docteur en théologie, et donc évidemment, c'était pas du tout la même chose. Mais aux États-Unis, le terme docteur a fait croire aux personnes que c'était donc docteur en médecine. Et donc ça a rassuré tout un certain public, notamment tout le public un peu New Age qui se développait. Et donc ça a eu un assez grand succès. Il y a eu un petit arrêt avec la Deuxième Guerre mondiale, puisque évidemment l'attaque du Japon à Pearl Harbor n'a pas facilité les choses. Et puis les pratiques ont reprise après la guerre, notamment dans tout le mouvement New Age et dans le mouvement hippie par après. Ce qui fait que ça s'est fortement développé en Occident, aux États-Unis, Canada et puis en Europe. Et aux États-Unis et en Europe, certaines personnes se sont dit à un moment donné, tiens, mais dans le fond,
Est-ce qu'il n'y aurait pas encore des maîtres au Japon, tout simplement, puisque on est 60, 70, 80 ans plus tard, mais il pourrait encore y avoir des maîtres au Japon ou des maîtres qui ont été enseignés en direct ou assez proches de Mikao Usui. Et donc, certaines personnes, Steiner notamment, est descendu au Japon et a fait des recherches et effectivement est tombé sur des survivants. Et à ce moment-là, il s'est passé évidemment un phénomène qui est classique du Japon, c'est qu'au Japon, leur tradition, c'est très très important. Et donc, ils ont une tendance à créer leur école avec le mouvement japonais. Et puis, de là, il y a des maîtres qui sont autorisés à aller enseigner à l'extérieur. C'est comme pour les arts martiaux. Et ils ont des régions qu'ils doivent développer pour développer la pratique. Il y a évidemment une partie des cotisations retourne toujours à la maison mère au Japon. Par exemple, en Aikido, on a l'Aikikai, qui est la fédération japonaise internationale, et puis on a les fédérations nationales, Fédération française d'Aikido, l'AFA, Fédération francophone d'Aikido, l'AFA aussi en Belgique, par exemple, ou au Maroc, il y a aussi Fédération marocaine d'Aikido. Mon maître d'Aikido, Aziz Bellassane, il est 7e dan, vient enseigner au Maroc régulièrement, il est d'origine marocaine. Il enseigne à Bruxelles principalement. Donc, ça veut dire qu'il y a cette tendance japonaise à dire c'est nous les vrais et c'est nous les seuls. Sauf qu'évidemment, ça n'a pas fonctionné parce que quand ils ont redémarré, on s'est dit non, mais c'est notre bébé. Il y avait eu un tel engouement sur le Reiki dans le monde qu'il y avait évidemment beaucoup trop de personnes formées au Reiki. Il faut savoir que pour un Japonais, la qualité de la formation dépend de l'argent qu'on a dépensé à se former. Donc, par exemple, à l'époque, ils avaient déterminé qu'il fallait au moins $10 000, 10 000 euros, pour pouvoir dire j'ai le droit de m'appeler maître Reiki, c'est que j'ai développé et j'ai investi beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour pouvoir me former correctement. C'est évidemment pas du tout la mentalité occidentale ou européenne ou même dans le Maghreb. On ne réfléchit pas dans cet ordre-là, d'accord? Mais il faut comprendre qu'il y a donc des courants différents. Puis aussi, certains maîtres Reiki ont voulu développer leur pratique. Parce que soit ils ont eu eux-mêmes une sorte d'initiation, une sorte d'éveil, soit c'était aussi parfois pour du pur business, certaines élévations. Par exemple, je me rappelle avoir reçu des invitations pour faire du Reiki des anges ou du Reiki, il y en a plein de courants différents, et en un week-end, on allait être channelé avec 350 kanji, 350 mantras, 350 symboles sur un week-end. Vous allez voir que ceux qui font le niveau 2, vous allez apprendre 3 kanji avec les mantras et les symboles. Ça va déjà prendre un certain temps, alors 350, c'est juste impensable, c'est juste pas possible, d'accord? Donc il y a des choses qui sont un peu farfelues et des choses qui sont beaucoup plus sérieuses. Dans les choses sérieuses, par exemple, quand j'ai passé ma maîtrise Reiki, je l'ai passé avec un docteur en médecine qui était le responsable de tout le service d'oncologie de la Timone à Marseille, c'est un des principaux hôpitaux français, et lui a formé tout son service d'oncologie, en tout cas à l'époque, au Reiki, et donc son infirmière en chef était présente, a fait aussi la maîtrise en même temps, et le but c'était vraiment d'amener du confort de vie à certains patients, dans l'oncologie, dans le palliatif, mais dans beaucoup d'hôpitaux, il y a ces pratiques. Il y a une quinzaine d'années d'ici, je crois que c'était en 2008, j'étais aux États-Unis dans un congrès de psychologie énergétique, donc de l'Association for Comprehensive Energy Psychology, et c'était à Albuquerque, et en regardant la télé aux États-Unis, je voyais un reportage sur l'école Harvard Medicine School, donc l'école de médecine d'Harvard, qui est pas une des moindres du monde, et ils avaient, à l'époque, ils invitaient dans le travail sur le cœur, donc les opérations cardiaques, en opératoire, pendant l'opération et en post-opératoire, ils invitaient des guérisseurs et notamment des praticiens Reiki, et ils avaient mesuré, ils avaient fait une recherche qui avait démontré que les personnes qui avaient cet accompagnement passaient de l'ordre de 300% de temps en moins à l'hôpital que les autres personnes qui n'avaient pas fait cet accompagnement. Donc vous voyez, le Reiki, c'est une histoire qui est assez large parce qu'elle est partie du Japon, elle a presque disparu du Japon, elle est revenue au Japon par les Occidentaux, et vous verrez que certains courants japonais vont dire que ce sont les seuls vrais. Évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. La filiation, votre carte d'identité Reiki, c'est votre filiation de maître, que vous devez d'ailleurs avoir dans vos syllabus de formation. Vous avez une filiation avec tous les maîtres, on sait recontacter les maîtres, sauf évidemment ceux qui sont décédés, mais on sait les vérifier, l'authenticité de la filiation. C'est la seule carte de visite et la carte d'identité Reiki que nous devons avoir. Si vous avez des maîtres Reiki qui présentent pas cette carte, c'est pas normal. Donc, ils doivent l'avoir et logiquement, on peut les repérer dans la filiation si c'est logique ou pas logique.
Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire de ma rencontre avec le Reiki et mon amour évidemment de Reiki principalement. Est-ce que tu avais des questions par rapport à tout ça ou d'autres personnes, hein, c'est des questions, vous pouvez les écrire dans le chat, hein, je le rappelle. Oui. Donc, je voulais savoir comment utiliser le Reiki. Alors, ben, l'utilisation du Reiki, en général, on peut le faire sur des tas d'éléments. Donc, ça peut être complémentaire à des médecines traditionnelles de type allopathique, hein, donc médecine, on va dire, moderne, ou des médecines traditionnelles, médecine traditionnelle chinoise. Donc, on va vraiment travailler sur l'énergie. En général, on considère qu'en Reiki, l'idéal, c'est de faire 3 soins, normalement, à 1 semaine d'intervalle. Ça, c'est l'idéal. Et normalement, dans ces 3 soins, sur ces 3 semaines, ou sur ces 2 semaines, on va dire, qui se passent, normalement, le système devrait être de nouveau réharmonisé. D'accord? On peut l'utiliser sur tout. En gros, on peut l'utiliser vraiment sur des tas de thématiques. Ce qu'on a observé, c'est que ça détendait, donc ça boostait le système immunitaire, puisque plus on élimine le stress, plus on détend, moins le système immunitaire ne fonctionnera mal. Hein, je rappelle que dans le fonctionnement du système immunitaire, on a besoin d'une molécule particulière qu'on appelle la DHEA, et quand on est stressé, le corps pique cette DHEA pour la transformer en cortisol, l'hormone de stress. Donc si je peux travailler sur les diminutions de stress constant ou à certains moments de ma journée ou de ma vie, eh bien je booste automatiquement le système immunitaire. Donc ça veut dire que je me redonne beaucoup plus de capacité de guérir. On peut l'utiliser sur des douleurs physiques, sur des douleurs psychiques, on peut l'utiliser sur des problèmes physiologiques en ne remplaçant pas la médecine, évidemment, allopathique. Hein, c'est très important de ne pas faire cette erreur. Par contre, on peut vraiment aider et accélérer le processus. Par exemple, j'accompagne des sportifs de haut niveau. Dans l'accompagnement de ces sportifs de haut niveau, parfois certains se blessent. Hein, je me rappelle, par exemple, Amaury Gorgemans, qui est un joueur de basket de première division nationale en Belgique, il était en Roumanie, maintenant il est un peu un mercenaire aux États-Unis ou ailleurs, donc il va faire des remplacements. Amaury, par exemple, lorsqu'il était enfant, donc il devait aller au championnat d'Europe et il s'est blessé à la cheville. Et normalement, les médecins lui avaient dit 6 semaines d'interruption de basket. Évidemment, ça tombait très mal parce que c'était juste avant des sélections qui se faisaient par Nike aux États-Unis et ce tournoi européen. Ce championnat d'Europe. Et donc, on a tapoté, on a utilisé le tapping et on a également fait du Reiki. Donc, je lui ai fait du Reiki et je l'ai invité à tapoter aussi pour calmer son système et en même temps, j'ai fait plusieurs sessions de Reiki sur sa cheville. En 3 semaines, elle était complètement réparée. Et donc, au lieu de 6 semaines. C'est des phénomènes que j'ai vécu plusieurs fois. Donc, je l'ai fait également pour des joueurs de foot professionnels qui s'étaient blessés. On peut vraiment accélérer le processus de réparation, notamment en jouant sur les niveaux de stress, mais également sur le processus simplement de l'énergie. Si vous faites vous-même du Reiki et que vous avez un début de rhume, préparez des mouchoirs parce que votre nez, hein, en gros, ça va accélérer le processus. Donc, votre nez va commencer à couler tout seul parce qu'il élimine, entre guillemets, les cochonneries, les saloperies, etc. Donc, c'est ça qui est super important. Un témoignage, s'il te plaît. Ça veut dire quoi, ça, Saïdia? Tu veux faire un témoignage ou tu me demandes? Oui, j'aimerais bien. Bien sûr, mais tu peux. Vas-y, je t'en prie. Alors, merci d'abord de m'avoir initié au Reiki, d'avoir été mon formateur. Je voulais parler de mon expérience avec le Reiki en tant que patiente d'abord au début et après en tant que thérapeute maintenant dans mon cabinet. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que dans la culture marocaine, le Reiki il est très accepté parce qu'on a dans nos habitudes thérapeutiques des équivalents, c'est-à-dire les thérapies par les mains et par les prières et tout. Et les gens, ils sont très préparés, sauf qu'ils sont plus chauds pour le toucher, comme dans la tradition Reiki, on n'est pas obligé de toucher, mais les patients marocains, ils demandent d'être touchés, surtout les femmes, parce que c'est dans notre culture. Pour moi, au début, je croyais que c'était comme tu as dit tout à l'heure, Yves, que c'était juste un moyen pour me défendre, pour me protéger. Mais c'est avéré que il y a des patients qui viennent me voir et que c'est eux qui m'ont donné plus confiance à utiliser l'outil pour la thérapie, ou en parallèle avec l'EFT, ou tout seul. C'est-à-dire, il y a des patientes qui me disent j'ai besoin du Reiki pour réaliser ça. Moi, j'étais sceptique au début, je croyais pas.
je croyais pas que ça allait marcher. Mais je me faisais confiance, je faisais confiance à la discipline et je leur faisais des nettoyages et ça marchait très, très bien sur des problèmes physiques, par exemple, des allergies de la gorge, des problèmes, des nausées, des migraines, des problèmes psychologiques aussi, des blocages et des problèmes relationnels. C'est-à-dire, une femme qui vient me dire, j'ai des problèmes relationnels, s'il te plaît, fais-moi un nettoyage avec l'intention de nettoyer tout ce qui n'appartient pas à la personne et tout ce qui la bloque vis-à-vis des autres. Juste cette intention générale. Et il s'est avéré qu'après 3 séances, il est venu avec de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles par rapport à sa carrière et à sa vie conjugale et tout. Donc, au début, avec l'esprit de la modernité, on y croit, on est un petit peu sceptique, mais avec la pratique, ça finit par nous convaincre que on a besoin de ce complément d'outils pour, même si on a d'autres outils dans notre mallette professionnelle, c'est toujours utile pour nous donner plus de vitalité, plus de présence, plus de compassion et pour nous donner aussi plus de présence. Après le Reiki, je me sens plus acceptée par les gens. Là où je vais, les gens viennent vers moi. Avant, c'était un problème. J'étais gentille, compassionnelle et tout, mais je sentais que les gens ne me voyaient pas. Voilà. Donc, le nettoyage Reiki donne aussi cette dimension que les autres voient l'énergie qui émane de toi et acceptent aussi de se laisser suivre ou traiter par la personne si elle est thérapeute. Voilà, et merci encore, Yves. Je t'en prie, merci Saïdia, merci de ton témoignage. Donc effectivement, on peut l'utiliser même parfois de façon un peu incongrue. Donc, exemple, je me rappelle ma fille, une de mes filles, Elisabeth, quand elle avait 13 ans, donc un jour elle passe chez moi, elle me dit papa, je me suis fait mal à la cheville, et on allait passer à table, et donc on passe à table et je prends sa cheville en main, je suis pas obligé de prendre la cheville, hein, j'aurais pu effectivement toucher n'importe quelle partie de son corps ou même rester juste à côté, mais donc je tiens cette cheville en main et on commence à parler, donc je me centre pour être dans cette intention que le Reiki passe à travers moi et aille là où elle doit aller dans la juste mesure et la juste proportion. Et pendant 5-10 minutes, je tiens cette cheville en main, on commence à manger les uns et les autres, puis auprès de 5-10 minutes, je lâche simplement et on n'y pense plus. Et 3-4 heures plus tard, tout d'un coup, je me dis, tiens, dans le fond, j'ai pas demandé comment ça s'est passé. Et puis je pose la question à ma fille, elle me dit, la cheville, elle avait complètement oublié qu'elle avait mal, donc c'était complètement disparu, c'était régulé, et elle avait même oublié effectivement qu'elle avait eu cette douleur, parce que ça s'était fait complètement naturellement. Donc on peut vraiment travailler sur des choses très très vite de notre quotidien, ou on peut travailler sur des choses un petit peu plus poussées, un petit peu plus difficiles dans le cadre des maladies, comme avec des cancers, etc. Parfois, vous allez lire des légendes sur le Reiki. Par exemple, hein, certaines personnes disent qu'on ne peut pas faire du Reiki si on est atteint d'un cancer, parce que ça, soi-disant, ça ferait partir toutes les cellules cancéreuses partout dans le corps. Ça n'a évidemment aucun sens, hein. Donc c'est complètement délirant, à tel point d'ailleurs, hein, comme je le rappelle, l'oncologue en chef de la Timone, qui est un gros hôpital français avec un très gros service d'oncologie, s'est fait initier au Reiki, à la maîtrise Reiki en même temps que moi, et lui, son but, c'était vraiment de l'enseigner à tous les membres de son équipe pour qu'ils puissent aider, soulager les patients par leur propre attitude, par des soins appropriés, qui viennent soutenir le moral, etc. Donc, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. C'est vraiment un élément qui est important. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Par rapport au toucher, on n'est pas obligé, mais on peut. Mais on peut aussi faire des soins à distance. Donc, c'est vraiment important d'expérimenter ça. Je rappelle aussi que, par exemple, le Mind Life Institute, qui dépend du Dalai Lama et qui a été créé avec des scientifiques de haut niveau, ils ont fait des études sur les soins à distance, hein, il y a quelques années, et les gens qui recevaient des soins ne savaient pas à quelle heure ils les recevaient, mais ils étaient branchés sur des électroencéphalogrammes, et ils ont pu mesurer qu'au moment où le donneur de soins intervenait, parfois à plusieurs centaines de kilomètres de là, eh bien des zones du cerveau s'activaient au moment où la personne recevait du soin. Donc ils ont vraiment fait des études sur ces thématiques-là. Donc on sait qu'il se passe effectivement des choses, ou comme les soins de prière, hein, on sait qu'il y a des résultats qui se produisent. Donc
Ça, c'est le fonctionnement du Reiki, c'est vraiment que l'énergie recircule là où elle doit aller, dans la juste mesure et juste proportion. Et donc, normalement, quand on donne un soin Reiki, on doit soi-même se sentir en meilleure forme par rapport au début du soin. Et la personne qui le reçoit, même chose, doit aussi également se sentir en meilleure forme, normalement, qu'avant le début du soin. C'est une des façons de repérer qu'on est bien centré, qu'on est bien dans cet état d'esprit-là, et pas dans un état d'esprit magnétique où on serait plutôt en train de donner son énergie, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est un des éléments. Donc les niveaux de Reiki se développent comment? Ben, le niveau 1, c'est vraiment les bases avec plusieurs initiations, plusieurs harmonisations, où on vous montre les positions des mains sur soi, tout seul ou sur quelqu'un d'autre. Et puis, on va expérimenter avant les diverses initiations pour voir comment vous ressentez les choses différemment après 1, 2, 3, parfois 4 initiations au niveau 1, pour que les canaux soient ouverts. C'est vraiment une ouverture des canaux. Au niveau 2, par contre, on apprend donc les symboles et les mantras. Donc c'est pour ça qu'il y a un différentiel entre le prix du niveau 1, du niveau 2 et même du niveau 3. Le but est de dissuader les touristes de venir faire le niveau 2 parce que quand on apprend les mantras et les symboles, c'est vraiment un accélérateur. Hein. C'est un peu comme si on vous donne les clés d'une Ferrari. Si vous n'avez pas appris à conduire correctement, vous pouvez aller très vite dans le mur. Donc on veut vraiment vérifier que dissuader les touristes et être en conscience que je veux vraiment apprendre pour aider les autres. Le niveau 2, normalement, fait que là, à partir de ce moment-là, vous pouvez vraiment les traiter sur les autres, indépendamment de vous ou de vos proches, hein, si vous voulez recevoir des clients, puisque vous allez aussi apprendre effectivement à nettoyer les espaces où vous recevez les gens pour éviter que des énergies résiduelles ne viennent les polluer, hein, et ne viennent vous déranger ou l'endroit où vous vivez, où vous travaillez. Et le niveau 3, c'est vraiment la maîtrise, c'est apprendre comment donner les initiations, apprendre les formes d'initiation, apprendre un 4e mantra et symbole qui est celui de la maîtrise, qui permet d'accentuer encore un peu plus notre ancrage, hein, notre sérieux. Et puis à côté de ça, il y a beaucoup de pratiques autour de la compassion qui vont être enseignées et repérer effectivement comment je peux être dans la bienveillance et dans la générosité. D'accord? Donc c'est vraiment des éléments qui sont super importants. Le niveau 1 ne doit pas être un obstacle. C'est-à-dire si des gens ont des difficultés financières, eh bien à ce moment-là, on peut vraiment en parler avec le maître et il va choisir une solution qui convienne à tout le monde. Il faut qu'il y ait un échange, mais il se passe des choses. Il m'est déjà arrivé, par exemple, de faire avec des patients qui étaient schizophrènes, un échange avec des dessins. Par exemple, j'ai dit, bah, tu me feras un dessin, en général, il dessine très bien, pour qu'il puisse venir participer, que ça puisse l'aider, mais sans forcer le système. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait un équilibre. Le niveau 2, c'est un peu différent, parce que là, ça devient plus professionnel. Le but est vraiment de l'utiliser professionnellement parlant, ou dans votre famille, si vous avez une famille large, hein, ça peut arriver. Et le niveau 3, c'est vraiment dans le but de l'enseigner et de mieux comprendre les mécanismes. Vous verrez que dans certains mouvements qui sont faits lors des harmonisations, il y a des mouvements qui renvoient aux arts martiaux, qui renvoient à nos systèmes énergétiques. Et s'ils ne sont pas faits correctement, ben on va se vider de son énergie, ou on va être plus sensible à l'énergie externe, on va être plus une éponge, alors que si on est bien centré, on n'aura pas ce problème-là. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu le fonctionnement, etc. Comment ça fonctionne au sein d'un atelier? Il y a toujours une partie théorique, on explique un peu l'histoire, un petit peu la théorie sur la pratique, comment on fait, et puis il y a une des initiations, des pratiques effectives qui sont données, des questions-réponses, hein, des échanges sur les pratiques. Et puis on recommence le même processus jusqu'au moment où on a fait le nombre d'initiations utiles. Ça dépend du nombre de personnes au sein d'un groupe. Si c'est des petits groupes, voilà, on prendra ces 2 jours. Si c'est des groupes parfois plus petits, si c'est des grands groupes, ça peut être 2 jours. Si c'est des plus petits groupes, parfois on peut faire plus raccourci, puisque forcément il y a moins de questions-réponses, il y a moins d'initiations ou de personnes à initier, donc on gagne du temps et donc on peut rassembler tout ça. Après, on déconseille de lire avant. Hein, dans mes syllabus, par exemple, dans mes manuels, il y a des conseils de lecture, mais je le dis, ne pas lire avant le niveau 2 ou ne pas lire avant le niveau 3. Pourquoi? Pour éviter simplement que vous veniez polluer vos systèmes et que vous soyez perturbés, puisque il peut y avoir des courants différents. Donc le plus simple, c'est, voilà, ça vous intéresse, continuez à lire sur le sujet, mais plus tard, d'accord? Pas au moment même. Est-ce que tu as d'autres questions? Donc, Nawel? Oui, bien sûr. Je voulais savoir, est-ce que le Reiki est utilisé dans des hôpitaux? Oui, donc effectivement, dans certains hôpitaux. Aux États-Unis, par exemple, il y a une dame, son nom m'échappe maintenant, elle avait écrit un livre que j'avais d'ailleurs traduit à l'époque, mais ça n'a pas été publié,
où elle racontait 20 ans d'expérience d'enseignement. Elle était formatrice dans des écoles d'infirmières aux États-Unis, et donc elle est intervenue dans des tas d'hôpitaux différents, ou comme j'expliquais, hein, la Harvard Medicine School, la faculté de médecine d'Harvard, invitait effectivement des guérisseurs ou des praticiens Reiki à venir pratiquer en pré, pendant et post-opératoire cardiaque notamment, et ça depuis très très longtemps. En Europe aussi, hein, il y a des gens qui pratiquent. En Suisse, par exemple, c'est remboursé par la sécurité sociale. En Allemagne aussi, les mutualités, les assurances santé remboursent les soins Reiki parce qu'ils ont observé que les gens qui avaient ce type d'accompagnement, ils étaient moins souvent malades, et donc ils avaient moins à payer que s'ils n'autorisaient pas ce type de soins. Donc ils ont facilité les accès. Voilà, donc c'est des possibilités de l'enseigner. Et donc effectivement, on peut trouver des pratiques dans les hôpitaux. Ça va vraiment dépendre évidemment souvent des médecins, de leur ouverture d'esprit ou de la culture locale, mais aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Allemagne, c'est assez courant que ça soit fait. Moi, il m'est arrivé d'aller sur invitation, mais pas par les médecins, par les patients, faire des soins Reiki en hôpital par exemple, etc. Mais voilà, il suffit d'en parler. Je me rappelle aussi, petite anecdote, lors de l'accouchement de mes plus jeunes enfants, il faut savoir que le Reiki va accélérer le processus d'ouverture du col et donc faciliter l'accouchement. Et donc Brigitte, au départ, n'avait pas voulu faire de péridurale parce qu'elle voulait vraiment sentir le bébé passer, mais ça durait. Et comme ça durait, ça faisait mal. Et évidemment, à un moment donné, elle m'a dit, écoute, j'ai vraiment mal. Je dis, est-ce que tu veux que je fasse un peu de Reiki? Ça va normalement dilater le col, ça va accélérer le processus. Il faut savoir qu'en moins de 20 minutes, on est passé de 3 d'ouverture à 10 d'ouverture. Donc c'est vraiment très très vite. Et au moment où j'ai mis les mains pour faire le soin, il y avait une infirmière qui était là, il y avait un appareil pour l'échographie, hein, pour mesurer les contractions, et le trait a doublé de volume, hein, au moment où j'ai mis les mains. Donc l'infirmière a fait un bond en disant, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, non, pas de souci, hein, c'est du Reiki, c'est pour faciliter l'ouverture du col. Et donc ça s'est passé comme ça. Quelques années plus tard, donc 2 ans plus tard, quand ma plus jeune fille est née, donc quand je suis arrivé à l'hôpital, c'était Cavel à Bruxelles, c'est un hôpital assez connu, Chirec, Cavel, et j'avais prévenu, je me dis, ok, est-ce que la gynéco est déjà dans l'hôpital? L'infirmière m'avait dit oui. Comme c'était un second enfant pour mon épouse, évidemment ça va plus vite. Donc j'ai dit, ok, donc vous êtes sûr? Elle est là? Oui, elle est là, etc. Elle se gare, j'ai dit, ok, pas de problème. Donc j'attends encore quelques minutes et puis je dis ok, donc vous êtes sûr elle est bien dans le bâtiment? Oui, elle est dans le bâtiment. Donc je commence à faire du Reiki et puis 10 minutes plus tard je dis dites elle est vraiment là ou elle dit oui elle se gare. Je dis mais écoutez, si je vous ai demandé si elle était là, c'est parce que je suis en train de faire du Reiki, le col est en train de s'ouvrir et là on commence à voir les cheveux. Donc évidemment, ça a été panique à bord chez les infirmières. Il y a juste eu la coucheuse qui était là, la sage-femme. Le gynéco n'est jamais arrivé, l'aptonome n'est jamais arrivé, le kiné n'est jamais arrivé parce que, en gros, ils ont cru que j'étais stressé par la naissance, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc ils disaient oui, elle est là pour me rassurer. Mais moi, je faisais un travail. Et effectivement, le col s'est ouvert, comme si en plus c'était un deuxième. Je crois que c'est 20 minutes plus tard, Ève, c'était réglé. Je coupe le micro de ceux qui sont arrivés par après. Voilà, donc c'est vraiment important, c'est quelque chose qui peut vraiment accélérer, qui fait beaucoup de bien, d'accord, on ne va jamais forcer, mais il faut savoir aussi ce qu'on fait. Donc si jamais vous l'utilisez et que c'est pour un accouchement, vérifiez bien que les médecins soient là, parce que sinon ça peut vraiment accélérer le processus, hein, si vous voulez pas accoucher dans un taxi ou tout seul dans la salle. D'accord? Voilà, donc c'est utilisé. Oui. Ouais. Faut-il éviter avec certaines pathologies? Ben non, comme j'expliquais tout à l'heure, non. Certaines légendes pensent que pour le cancer, les métastases du coup circuleraient partout. C'est évidemment du non-sens complet. L'énergie, hein, c'est comme le concept en médecine traditionnelle chinoise, l'énergie est à sa place ou pas, et elle est figée ou en mouvement. Donc quand on fait du Reiki, on remet cette énergie en mouvement, donc ça va rééquilibrer nos systèmes, ça va juste harmoniser nos systèmes. Évidemment, ça ne distribue pas des métastases n'importe où, ça va aider les cellules au contraire à combattre et à éliminer ce qui doit être éliminé. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein. Si j'ai un début de rhume, je commence à faire du Reiki, mon nez va commencer à couler à un moment donné parce qu'il élimine simplement les toxines. Il va détoxifier le corps plus rapidement et donc c'est une pratique de détox, de détoxification. Voilà.
Et donc, s'il y a y a-t-il des recommandations particulières? Attends, j'ai pas entendu, Nawal. Y a-t-il des recommandations particulières? Oui, donc dans les recommandations, ce qu'il faut faire attention, c'est effectivement ne pas donner son énergie. Donc quand vous faites un soin Reiki, on va vous apprendre à faire attention à ce que vous ressentez. Donc normalement, quand vous terminez votre soin, vous-même, vous devez vous sentir, le donneur de soin, vous devez vous-même vous sentir en meilleure forme par rapport à avant ce fameux soin. Et la personne qui reçoit, c'est la même chose. Attention, parfois, il peut y avoir des réactions physiques bizarres. Hein. Parfois, je me rappelle, certains patients, ils avaient l'impression qu'il y avait des cordes qui sortaient de leur corps, comme ça. C'était des muscles qui se relâchaient, des tendons qui se relâchaient. Ça peut arriver, c'est normal, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, j'ai coupé le micro qui faisait du bruit. Donc effectivement, on doit faire attention à être bien centré pour ne pas donner sa propre énergie. Et ça fait partie évidemment de l'accompagnement du maître, d'aller vérifier ce qui se passe. D'accord ? C'est d'autant plus vrai si vous faites le niveau 2, parce que le niveau 2, comme il y a ces mantras et ces symboles, ça peut vraiment, vous pourriez vous perdre votre énergie. Donc évidemment, c'est pour ça qu'au niveau 1, on insiste beaucoup sur la posture intérieure, sur des phrases à réciter pour bien se centrer, et sur l'apprentissage d'observer ce que nous ressentons, ce que nous vivons vraiment effectivement dans notre corps, comment, dans mon mental, comment je me sens. On peut travailler aussi sur des choses plus psychiques, hein, donc comme des problèmes plus psychiques, stress, gestion du stress, confiance en soi. Moi, évidemment, je préfère combiner ces outils avec d'autres types de pratiques pour autonomiser les personnes, et ceux qui se sont formés au Reiki peuvent aussi travailler sur la perception qu'ils ont d'un problème. Par cette énergie, cette intention de nettoyage, ça va aider à être calme, beaucoup plus détendu par rapport à la situation, et donc on va récupérer une certaine distance émotionnelle. Donc ça peut agir également de cette façon-là. Pardon. On peut aussi utiliser le Reiki, par exemple, dans les maisons de soins, de repos, des soins pour les personnes plus âgées. Ça leur fait souvent beaucoup de bien. Donc c'est des choses qu'on peut mettre en place. Attendez, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, désolé, c'est parce qu'il fait un peu chaud dans mon bureau, j'ai dû fermer les portes parce que il y a des petits moustiques qui s'amusaient à m'attaquer. Donc j'ai dû fermer la fenêtre, mais du coup, j'ai très chaud. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le groupe? Parce que je ne vois pas de questions. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de les écrire, vous pouvez aussi les dire à voix haute. Hein, vous devez simplement ouvrir votre micro et voilà, et poser votre question. Hein, vous êtes évidemment les bienvenus. Certaines personnes, par exemple, ne vont pas sentir les choses de la même manière que le patient et vice-versa. Donc parfois, c'est pour ça aussi que vous verrez que parfois on dit pour tel problème on va mettre les mains là, là ou là ou là. Donc c'est des choses que je vous donne dans les manuels, mais je ne vous les enseigne pas parce que l'énergie, elle circule. Donc c'est pas parce que j'ai mal au foie que c'est nécessairement le foie que je dois travailler. Je dois peut-être travailler la colère, hein, qui va venir impacter mon foie et qui va du coup déclencher certaines réponses. Et donc, on laisse vraiment l'énergie aller là où elle doit aller. Moins vous allez être directif, plus vous laissez faire l'univers, plus vous laissez faire le travail de l'énergie par elle-même, mieux c'est. D'accord ? Et donc ça, c'est des choses qu'on doit aussi apprendre, c'est lâcher prise et faire confiance dans le système. On va observer des modifications importantes de travail. Je me rappelle, une de mes anciennes secrétaires de direction, un jour, elle a fait du Reiki sur son ordinateur. Son ordinateur était en panne, elle n'arrivait pas à l'allumer. Elle s'est dit, je vais faire du Reiki dessus. Moi, je n'y aurais pas pensé, par exemple. Elle a fait du Reiki dessus pendant 5 minutes, et puis elle a appuyé sur le bouton, et l'ordinateur s'est allumé, alors qu'elle avait essayé pendant une demi-heure de l'allumer, c'était impossible. Et donc, parfois, il y a des choses un peu particulières qui se passent. Et elle avait fait la même chose sur une serrure qui était gelée, donc elle n'arrivait pas à le faire, donc elle a fait aussi Reiki sur la serrure, et après, sa serrure s'était débloquée. Bref, ça c'est peut-être des anecdotes, hein, donc c'est peut-être moins sérieux, mais en tout cas, ce sont des expériences vécues, donc voilà, je les nomme. Moi j'ai vécu d'autres éléments, comme je vous expliquais, plutôt que des sportifs de haut niveau, vraiment une accélération du processus de réparation, ça c'est très très clair, on le voit. Moi-même, hein, j'ai été blessé là il y a quelques mois, donc je m'en fais régulièrement, et les kinés comprenaient pas, ils disaient mais tu récupères super vite. Je dis oui, hein, parce qu'effectivement je tapotais, je faisais du Reiki, et donc effectivement il y a une grosse partie qui a été récupérée.
mon genou qui était gravement blessé, hein, il y avait une grave entorse, distorsion, il n'y a pas d'opération, donc je l'ai évité. Maintenant, il me reste encore la cheville là, à checker, mais je pense que ça sera aussi réglé. Alors, est-ce qu'il est nécessaire d'y croire pour que ça marche? Non, pas besoin d'y croire. C'est de l'énergie, ça circule. C'est un petit peu comme si on vous demandait est-ce que je dois croire à la lumière pour voir la lumière? Bon, si vous êtes aveugle, effectivement, vous ne verrez peut-être pas la lumière, mais elle est là. Ça fonctionne. Donc, on n'a pas besoin d'y croire. Hein. Je me rappelle une personne que j'avais formée qui était un informaticien, il sentait rien. Mais les gens à qui il donnait des soins se sentaient super bien. Et donc, je dis, écoute, un moment, ça viendra. Donc, laisse-toi aller, lâche prise. Et ça lui est arrivé, je crois, 5 ans ou 6 ans plus tard. Un jour, il m'a envoyé un petit mail en disant « Yves, c'est enfin arrivé, j'ai enfin ressenti dans mes mains. » Voilà, donc les gens sentaient qu'il donnait des soins, c'était cool, mais lui sentait rien. Et il lui a fallu 6 ans. Donc parfois, ça peut arriver. Hein. En général, ça va plutôt vite. Et vous allez voir, pour ceux qui font le niveau 2, vous allez vraiment sentir des choses. Moi, j'ai les mains chaudes tout le temps. Hein, donc, ils sont tout le temps en train de bosser. Et si je passe à côté de quelqu'un qui a besoin d'un soin, mes mains vont chauffer. Donc du coup, je sais que ça serait utile. Et donc, si les circonstances s'y prêtent, parfois je pose la question. Je dis, tiens, est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce que tu serais OK que je t'aide ou que je fasse quelque chose pour voir si ça peut t'aider? Et en fonction de ça, la personne répond, elle dit oui, elle dit non. Et moi, je suis juste par rapport à mon système et la personne est juste par rapport à son système. Donc, on peut effectivement faire ça. Donc, pas besoin d'y croire. Ça fonctionne. Hein, ça fonctionne très, très bien. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi, j'ai présenté à peu près tout ce que je devais présenter, je pense. Donc, non, pas d'autres questions? On va libérer la classe, alors? On remettra un replay. Ou toi, t'as encore une question, Nawel? Il faut mettre ton micro. Je crois que j'ai validé toutes mes questions. OK, d'accord. Eh bien, voilà. Mais donc, si c'est validé, donc voilà. Donc, si ça vous intéresse. Je demande de faire cette formation. Oui, bien sûr. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Le niveau 1 est ouvert vraiment à toute personne qui a envie d'apprendre sur soi-même, pour ses proches. Le niveau 2, en général, c'est plutôt des gens qui ont envie de travailler sur d'autres, pas que leurs proches. Donc là, on conseille de faire le niveau 2 parce que ça va leur permettre d'être beaucoup plus centrés pour éviter aussi de prendre des stress des gens autres, hein, donc ne pas prendre se charger de la souffrance des autres, etc. Est-ce que la pratique nuit au thérapeute? Non, hein, donc la pratique ne peut pas nuire au thérapeute. Hein. Donc moi, par exemple, c'est un peu comme au piano, quand j'accompagne quelqu'un, donc en gros, l'énergie passe à travers vous et elle va là où elle doit aller dans la juste mesure et proportion. C'est pour ça que vous-même vous sentez mieux. Donc le patient se sent mieux, mais vous aussi vous vous sentez mieux, d'accord? S'il y a des énergies négatives que porte la personne, elles sont simplement éliminées comme elles doivent l'être, mais vous n'allez pas vous en charger si vous êtes bien centré, si vous avez appris correctement à pratiquer le Reiki. Si maintenant vous êtes en train de faire des variantes type magnétisme, ça c'est pas la même réalité, c'est ce que j'expliquais au début. Hein, j'avais vécu cette expérience-là où je m'étais chargé du poids d'un de mes amis et c'est suite à ça que je me suis renseigné pour éviter de revivre ce problème-là et donc je me suis formé au Reiki dans les 2 ans qu'on suivi. Donc c'est vraiment une base. Donc ça ne peut pas nuire au thérapeute, ça ne peut faire que du bien, d'accord? Si vous sentez que vous vous videz, c'est que vous ne faites pas du Reiki, vous êtes en train de faire autre chose, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait dans votre préparation. Et la préparation, c'est ce qu'on vous apprend à faire, notamment au niveau 1, c'est comment vous préparer à être canal pour cette énergie et de pouvoir faire un soin à quelqu'un d'autre, de proche ou à vous-même, d'accord? Donc on apprend ça. C'est très très important à faire. Si vous faites des pratiques régulières pour vous-même, vous allez voir aussi que ça génère une hygiène de vie, une hygiène mentale, une hygiène psychique, une hygiène physiologique aussi, hein, donc un meilleur système immunitaire. Donc ça va vous permettre de mieux réagir aux situations, d'accord? Donc ça peut pas nuire. Voilà. OK? Plus d'autres questions? Non? Alors je pense qu'on peut clôturer là. Donc il y a des formations qui vont être données par Nawel. Merci Myriam. Merci à tout le monde. Donc Nawel, tu peux peut-être rappeler les dates et comment on te contacte et voilà. Tu dois mettre ton micro. Il y a beaucoup de bruit ici parce que c'est les vacances. Donc, je désactive à chaque fois.
Yves sera ici le 19 juillet au 1 août pour donner des formations de EFT, de Reiki 1, Reiki 2 et de REMAP. Il sera ici aussi si vous désirez avoir des séances particulières avec Yves. Il y a qu'à appeler. Je vous laisse les coordonnées en chat. Je pense que le Reiki 1, c'est le... Le 24 et le 25 juillet. 24-25 juillet, et le niveau 2, il y a un niveau 2 qui sera donné le 31 juillet. Voilà. Le 31 juillet. Voilà, ça c'est pour le Reiki plus spécifiquement. Et sinon, contactez simplement bonjour Ferdaous, ou bonsoir plutôt. Voilà, beaucoup d'admiration à ce que vous faites et très content de la formation EFT. Ferdaous, avec plaisir. Hein, donc, Ferdaous est neuropsy, un neuropsychologue, et voilà. Et je vois que dans le chat, tu as mis les numéros de téléphone. Donc, merci à toi. Merci à tous. Tout bientôt.